Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui doit encore et toujours gagner en visibilité, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Le terme ne vous est peut-être pas familier et pourtant, vous allez voir que c'est un véritable enjeu. Que ce soit à cause d'une maladie, d'un accident ou encore d'une situation de handicap, nombreux sont les travailleurs qui se retrouvent confrontés à des obstacles susceptibles de compromettre leur capacité à rester en emploi. Cette réalité pose des défis non seulement pour les individus eux-mêmes, mais aussi pour les entreprises et la société dans son ensemble. Mon invitée est Catherine Bressy-Dutot, chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle chez Horizon Santé Travail. Elle va nous aider à comprendre la complexité de ces situations et comment les prévenir, surtout que les mesures d'aide sont nombreuses avec des partenaires pour accompagner ces démarches. Les salariés et les employeurs ne sont pas seuls. Bonjour Catherine. Bonjour Aurélien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par désinsertion professionnelle et pourquoi c'est important de la prévenir ? Le terme de désinsertion professionnelle, en fait, s'applique à un processus d'éloignement progressif de l'emploi ou de l'activité professionnelle de la personne, du salarié, en raison d'une problématique de santé qui peut être liée ou non à son travail. Ça peut être un accident de la vie, une maladie, un handicap, mais aussi effectivement un accident du travail, une maladie professionnelle qui peut impacter et qui risque d'impacter ses possibilités d'aptitude à son poste de travail ou restreindre ses capacités d'aptitude à son poste de travail. De ce fait, si aucune action, démarche n'est engagée pour pouvoir justement corriger, entre guillemets, ou aider la personne à compenser ses difficultés, il peut y avoir un risque de licenciement, de déclaration d'inaptitude et de risque de licenciement et de ce fait d'une rupture de son parcours professionnel. Et c'est de ce fait ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle. Avec des conséquences sociales importantes. Avec des conséquences sociales importantes, puisqu'effectivement, la personne va se retrouver sans rémunération, sans argent. Elle aura ses indemnités de licenciement, elle devra s'inscrire à France Travail, et il y a tout un processus ensuite qu'elle devra remettre en place pour pouvoir retrouver un travail. Et donc, bien sûr, ça a aussi un impact sur le plan psychologique, parce que c'est toujours compliqué pour les personnes, effectivement, de devoir quitter leur travail. D'où l'importance de prévenir la désinsertion professionnelle. Oui, parce que, comme tu disais en introduction, c'est un enjeu, effectivement, de société, un enjeu humain, et qui est du coup aussi la priorité des politiques publiques qui souhaitent qu'effectivement, de plus en plus, les services de santé au travail accompagnent les employeurs et les salariés dans cette prévention de la désinsertion professionnelle. Il faut savoir que la désinsertion professionnelle va s'accroître vraiment de manière intensive, puisqu'il va y avoir entre 1 et 2 millions de personnes qui représentent à peu près 5 à 10% de salariés qui sont concernés à court, moyen terme au niveau national. Ce sont des chiffres selon l'IGAS, l'Institut général des affaires sociales. C'est énorme. Et c'est énorme, effectivement. Et c'est contextuel. C'est vrai que l'allongement de la durée de vie au travail, l'augmentation des maladies professionnelles, des maladies chroniques, il y a de plus en plus de pathologies chroniques, sont des révélateurs, effectivement, sont des indicateurs de cette prévention de la désinsertion professionnelle. Il faut savoir que 75% des avis d'inaptitude ont pour cause des troubles ostéo-articulaires ou des troubles mentaux, et notamment avec une augmentation chez les moins qualifiés et chez les plus âgés. Il faut savoir aussi qu'il y a à peu près 2,6 millions de travailleurs qui sont en situation de handicap, reconnus administrativement ou pas, et qui déclarent un problème de santé avec des perturbations dans leur vie quotidienne et qui occupent un emploi. Et parfois avec des handicaps invisibles. En plus. Absolument. C'est 80% de handicap d'ailleurs, les handicaps Absolument, invisibles. c'est tout à fait ça. Et quels sont les principaux facteurs qui peuvent mener à la désinsertion professionnelle et surtout comment les reconnaître avant qu'ils ne deviennent problématiques ? Est-ce que c'est possible de les reconnaître avant qu'ils ne deviennent problématiques ? Oui, en fait, j'ai envie de dire, il y a des facteurs et puis des indicateurs un peu prédictifs de la désinsertion professionnelle. Ces indicateurs et ces facteurs, on les retrouve à différents niveaux.
On les retrouve chez la personne. On parlait un petit peu de l'âge, du sexe. Il faut savoir qu'effectivement, les femmes sont plus vulnérables par rapport à la désinsertion professionnelle et les seniors, plus de 50 ans, sont aussi effectivement plus vulnérables. Le manque de qualification également et d'instruction, malheureusement, peut favoriser cette désinsertion professionnelle. Alors, quand c'est couplé à une problématique de santé, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié effectivement à la santé physique, ce que je disais, et puis psychique. Et donc, en avant sont mis notamment les troubles musculo-squelettiques, les personnes exposées aux risques psychosociaux, les maladies chroniques, la non prise en compte aussi de la recherche de solutions de compensation du handicap chez une personne qui a un handicap invisible, qui des fois ne l'a pas mentionné, mais quand il a mentionné, des fois, on ne recherche peut-être pas toujours la solution pour compenser et permettre à la personne de pouvoir rester sur son poste de travail. Et puis aussi, ce qui est important, c'est la perception du retentissement des problèmes aussi de santé chez l'individu. C'est vrai que les personnes ne perçoivent pas toujours la même chose sur leurs problématiques de santé et ça peut aussi avoir un effet sur la désinsertion professionnelle. Quelqu'un qui aura du mal avec ses problématiques de santé, aura du mal à la prise en charge, etc. Ça peut malheureusement... Qui peut avoir du mal à l'accepter, qui peut avoir du mal à l'entendre, absolument. Que c'est une personne en situation de fragilité, c'est ça ? Absolument. Et du coup, effectivement, la désinsertion professionnelle, là, est encore plus forte. Est encore plus difficile. Ouais, du coup, la démarche, elle part encore plus loin. Est-ce qu'il y a une acceptation en échangeant avec ces personnes-là ou on peut les approcher malgré tout ? Il faut parler, il faut échanger, il faut s'assurer de savoir effectivement ce que les personnes perçoivent de leurs problématiques de santé, comment elles le vivent, quelle est la prise en charge médicale également. Il y a des personnes qui ont des fois du mal à prendre en charge sur le plan psychologique, par exemple, une problématique. Bon, on est là dans notre travail aussi pour questionner, puis essayer de comprendre et d'inviter, tant qu'à faire se peut, cette prise en charge adéquate pour permettre à la personne de pouvoir justement se projeter sur le retour à l'emploi. Alors, il y a aussi des facteurs qui sont liés au travail. Donc, effectivement, c'est les facteurs qui sont liés à l'environnement de travail, les conditions de travail, les horaires de travail, les équipements fournis, mais aussi tous les facteurs qui sont liés aux risques psychosociaux, qui sont aussi importants. Des personnes qui sont soumises à des manques de marge de manœuvre, un faible soutien ou de reconnaissance sociale au travail. Et puis aussi l'insuffisance ou l'absence de politique interne dans l'entreprise pour maintenir en emploi ou favoriser le retour au travail sont des indicateurs prédictifs de la désinsertion professionnelle. Moins on parle du maintien en emploi dans l'entreprise et plus finalement la désinsertion professionnelle elle est présente puisqu'on ne met pas les choses en place. Donc ça peut être aussi des facteurs importants. Et puis il y a aussi les indicateurs qu'on peut aussi qu'on connaît, c'est-à-dire et qu'on peut repérer dans l'entreprise, la répétition et la durée des arrêts de travail, par exemple. À partir de 6 mois d'arrêt de travail pour un salarié, on sait que statistiquement, ça va être compliqué pour lui de reprendre son activité professionnelle. Plus on s'arrête longtemps, plus c'est difficile de revenir. Exactement. Le risque de rupture professionnelle est accru. Une personne sur 2, par exemple, ne retrouvera pas son travail. Ah oui. Alors, les moyens pour reconnaître ces facteurs, ça va être d'identifier et d'évaluer, en fait, ces différents indicateurs et ça va permettre justement d'anticiper. C'est l'objectif. Donc, on peut déjà identifier ce qu'on appelle les signaux faibles ou les signaux d'alerte. Ils peuvent être identifiés par le salarié lui-même, bien sûr. Il peut repérer des choses par l'employeur, par le médecin du travail et le médecin traitant, bien évidemment. En fait, on va s'apercevoir que plusieurs acteurs qui seront engagés sur le repérage et sur l'implication et plus fort sera justement cette prévention de la désinsertion professionnelle. Donc pour le salarié, s'il y a des douleurs qui apparaissent, qui n'étaient pas là dans certains gestes et postures, c'est de s'en inquiéter, c'est de s'interroger, pas se dire hop, je continue, etc. Parce que là, on peut augmenter la dégradation de l'état de santé, des troubles de l'appétit, du sommeil, tout ce qui peut être lié aussi à une souffrance au travail sont aussi des indicateurs qui sont importants à prendre en considération. Des changements de comportement, savoir s'écouter aussi. Absolument, absolument. Oui. Lorsqu'on est en souffrance, c'est une alerte, il faut savoir l'entendre et pour être dans l'action après. Absolument. Et puis, alors, à la fois, la personne, le salarié peut bien entendu être attentif à ça, mais des fois, c'est pas toujours facile. Et son entourage. Par contre, c'est son entourage. Et puis aussi,
dans son environnement de travail, parce qu'on parle de ça, Mmh. c'est le manager, l'employeur, qui peut aussi constater un changement de comportement, un isolement de la personne, et de ce fait, justement, pouvoir réagir avant, malheureusement, on arrive à un arrêt de travail et que là, ça devienne plus compliqué. Le médecin du travail, le service de prévention et de santé au travail, ils ont un rôle particulier là-dedans. On sait que oui, puisqu'on travaille sur Réseau Santé Travail, mais est-ce que tu peux le développer? Absolument. Les personnes, effectivement, qui ne se sentent pas bien sur leur poste de travail, qui sont en difficulté, peuvent de toute façon solliciter une visite médicale à tout moment, on va dire, auprès du médecin du travail. Alors, si c'est sur le temps de travail, il faut informer l'employeur, qui va se rendre à un rendez-vous médical, mais il peut solliciter une visite à son initiative, de même que l'employeur qui constate peut demander. Une visite à la demande de l'employeur. Absolument. Et ça, c'est important. Et pendant l'activité professionnelle, on peut tout à fait, en dehors des visites médicales un peu cadrées, on va dire, on peut tout à fait demander une visite médicale pour anticiper et pour faire le point sur la problématique de santé et l'impact au niveau de l'activité professionnelle. On peut échanger pendant un arrêt de travail? Bien sûr. On peut échanger pendant un arrêt de travail. Ce sera tous les outils que l'on verra. Mais effectivement, quand on est en activité, on peut échanger avec le médecin du travail. Mais quand on est en arrêt de travail, on peut échanger avec le médecin du travail. Et on peut échanger encore avec d'autres professionnels, justement pour prévenir la désinsertion professionnelle. On le reverra en effet juste après. Et puis pour accompagner les salariés et les entreprises, les médecins du travail ne sont pas seuls. Les services de prévention et de santé au travail, ce qu'on appelait avant la médecine du travail, sont constitués d'une équipe aussi. Absolument. Le médecin ne travaille jamais seul. C'est l'acteur pivot, ça c'est évident. C'est lui qui anime et coordonne son équipe pluridisciplinaire, mais il peut travailler avec tout un tas de professionnels que sont les ergonomes, que sont les techniciens hygiène et sécurité, que sont les psychologues du travail, le service social du service de santé au travail, et puis le service prévention de la désinsertion professionnelle. Chacun des acteurs va pouvoir intervenir dans son champ de compétences pour pouvoir évaluer, faire des propositions d'aménagement, évaluer des situations de souffrance au travail, faire des recommandations, et accompagner salariés et employeurs dans les démarches de maintien en emploi ou de prévention de la désinsertion professionnelle. Super. Est-ce que les entreprises trouvent des bénéfices à investir dans ces démarches de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle? On a bien compris l'intérêt pour les salariés, mais qu'en est-il des entreprises? Alors oui, les entreprises, effectivement, elles ont tout intérêt à investir. J'ai envie de dire que la prévention de la désinsertion professionnelle, je vais vraiment remonter très, très haut, mais en fait, elle se prépare dès l'embauche et tout au long du parcours professionnel des salariés. Plus on anticipera les choses, plus on mettra en place des actions, des formations, qu'on compensera des difficultés, et moins il y a de risques finalement qu'il y ait des ruptures de parcours professionnel qui soient dommageables, bien évidemment pour l'individu, comme on le disait tout à l'heure, mais également pour l'entreprise. L'entreprise, il y a des bénéfices financiers à investir dans la prévention de la désinsertion professionnelle. On préserve sa productivité. Un collaborateur qui est un petit peu âgé, mais qui a 20, 30 ans d'expérience, quand il commence à s'user et qui rencontre des problématiques de santé, eh bien, c'est quelqu'un qui va partir si on ne fait rien et qui va emporter ses savoir-faire. Et du coup, dans l'entreprise, c'est un manque quelque part. Surtout que l'expertise, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est précieux. Absolument. Donc, je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est vraiment qu'effectivement, ça permet à l'entreprise de préserver sa productivité, de diminuer aussi ses coûts directs et indirects qui sont liés à l'absentéisme. Si on ne fait rien, que les personnes sont en arrêt, c'est un coût pour l'entreprise. C'est un coût pour la société, mais c'est aussi un coût pour l'entreprise. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir investir. Bon, visiblement, puis il y a aussi une réduction du coût dans le cas d'un licenciement ou d'une démarche prud'homale si, effectivement, l'employeur ne s'est pas engagé sur les procédures de reclassement, de recherche de solutions de maintien en emploi. Alors, il semblerait qu'investir 1 euro peut rapporter, entre guillemets, 2,20 euros à l'employeur. Donc, l'investissement vraiment d'actions, de mesures sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi, rapporte plutôt qu'il ne coûte. C'est ce qu'il faut. Ouais, je crois que c'est une fourchette comprise entre 2,20, 2,4 jusqu'à 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Pour voir les sources, mais c'est... c'est fort possible. En tout cas, c'est prouvé que l'investissement, que ce soit en temps... L'investissement est rentable, c'est largement prouvé depuis longtemps. Voilà, exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé là du coup.
Il y a aussi un bénéfice social. Une entreprise qui va se préoccuper de la santé et de la sécurité de ses salariés, qui va investir dans des démarches, eh bien, ça va améliorer le climat social de l'entreprise. Ça va aussi donner une bonne image de l'entreprise à l'extérieur, en interne et en externe. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour l'entreprise. Et puis, il y a aussi ce bénéfice juridique, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il y a le respect des obligations légales en matière de reclassement et de principes de non-discrimination, notamment pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Est-ce que tu peux nous parler des dispositifs ou des programmes existants ? Oui. Les différents dispositifs ou programmes existants, j'ai envie de dire qu'il y a des acteurs aussi par rapport à ces aides et ces dispositifs. Donc les acteurs, c'est le service de prévention en santé au travail et le médecin du travail qu'on peut solliciter dans le cadre des visites médicales. Tout à l'heure, Aurélien, tu me posais la question, est-ce qu'on peut, le salarié qui est en arrêt de travail, peut voir le médecin du travail ? Bien évidemment, il peut le voir. Et c'est ce qu'on appelle la visite de pré-reprise. Alors, ça ne veut pas dire avant la reprise de travail, ce qui peut des fois faire peur aux personnes qui ne se sentent pas encore prêtes, mais c'est rencontrer le médecin pendant son arrêt de travail pour anticiper les choses, pour dire j'ai besoin de faire le point et à quel moment je pourrais reprendre mon travail, dans quelles conditions, c'est le rassurer. Ouais. Donc ça, c'est important. Et c'est important aussi d'expliquer ce que c'est la visite de pré-reprise parce que c'est pas forcément très connu encore. C'est pas très connu, le terme est peut-être ambigu, on va dire, absolument. Alors qu'on peut avoir plusieurs visites de pré-reprise. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est vraiment faire un point d'étape de la situation médicale avec le médecin du travail et par rapport à l'impact au niveau du poste de travail et voir dans quelle mesure la personne pourrait revenir dans son emploi, ce qu'il faudrait mettre en place en termes d'aménagement, etc. etc. Donc, c'est vraiment préparé. On est vraiment sur la préparation. Donc, ça, c'est quand les personnes sont en arrêt de travail, mais comme on le disait tout à l'heure, quand les personnes sont en poste et qu'elles pressentent des difficultés, elles peuvent bien évidemment aller voir le médecin du travail. Les autres dispositifs et les programmes pour les personnes qui ont des problèmes de santé, à partir du moment où les personnes présentent une altération qui va être durable de leurs problématiques de santé, que ce soit en lien avec une problématique physique, en lien avec une souffrance au travail, un psychique, sensorielle ou cognitive, elles peuvent être accompagnées et pouvoir penser effectivement à faire la démarche de reconnaissance en la qualité de travailleur handicapé. RQTH. La RQTH, exactement. Ça peut permettre à la personne ensuite de pouvoir mobiliser, avec bien sûr les acteurs qui vont l'accompagner, tous les dispositifs qui peuvent être spécifiques à ces problématiques de santé et venir compenser ces problématiques-là. Et il y a plein de choses que l'on peut mettre en place. Donc ça fait partie aussi des dispositifs, on va dire, et de programmes pour aider les personnes. Et puis, quand on est en arrêt de travail, bien souvent, les gens se disent « Bon, je suis en arrêt de travail, je suis en soins, je ne peux rien faire. » C'est faux. Bien sûr, il y a le soin, il faut prendre ce temps-là, mais quand la situation le permet, on peut remobiliser les personnes et elles peuvent engager des actions. Les dispositifs de l'assurance maladie, on peut, pendant l'arrêt maladie, mettre en place des actions, mener un bilan de compétences, par exemple, prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle un essai encadré. J'ai revu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. J'aimerais bien tenter une reprise de mon poste de travail, mais je m'interroge, est-ce que je vais pouvoir le faire ? Est-ce que je suis prêt ? Mais j'ai fortement envie de le faire. Eh bien, le médecin du travail, avec l'équipe pluridisciplinaire, peut-être notre service de santé, notre service de prévention de la désinsertion professionnelle, va pouvoir accompagner le salarié pour justement essayer de remettre la personne, qu'elle se teste sur son poste de travail. Alors tout ce travail, bien sûr, c'est fait avec l'assurance maladie, parce qu'il faut qu'elle donne son accord, l'assurance maladie. Pendant les actions sont possibles, mais avec l'accord de l'assurance maladie. Et puis, bien sûr, l'employeur. Il faut qu'il soit partie prenante dans l'histoire. Mais ça permet aux personnes de se retester, de revenir dans un contexte de travail non salarié, toujours assuré social, donc il n'est pas là effectivement en tant que salarié, de recréer aussi des contacts avec le collectif de travail, c'est important aussi. On a quitté un collectif de travail des fois pendant plusieurs mois, on revient, c'est dans un contexte particulier, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Laisser encadrer, c'est vraiment un dispositif, encore une fois, trop méconnu et pas assez mobilisé. Absolument. Et c'est vrai que mon expérience fait qu'effectivement, quand il est proposé aux employeurs, ils trouvent que ce dispositif est assez
formidable, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est un dispositif très intéressant et vraiment à utiliser parce que effectivement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais. On peut faire un essai encadré dans une autre entreprise aussi, je crois. Absolument. On peut déjà, alors, dans son entreprise, on peut le faire sur son poste à soi, mais on peut aussi le faire sur un autre poste. De sa propre entreprise, absolument. De sa propre entreprise. Mais on peut aussi le faire ailleurs. On a un projet plutôt de reconversion professionnelle parce qu'on sait qu'il n'y aura peut-être pas de solution en interne. Et on peut effectivement aller se tester sur le poste, aller le découvrir ailleurs. Et donc, quand on a une entreprise qui accepte d'accueillir la personne, c'est pareil, c'est quelque chose de très positif pour la personne. Et ça participe à sa remobilisation aussi et à son énergie de retour au travail. En cas de difficultés relationnelles aussi, peut-être avec l'employeur, se projeter vers un essai encadré dans une autre entreprise, ça peut aider aussi. Ça peut aider aussi, oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi les dispositifs de la loi santé-travail. Il y a une réforme de cette loi qui appuie justement sur toutes ces actions de prévention. Et donc, il y a un outil qui est formidable maintenant qui s'appelle le rendez-vous de liaison. Encore un dispositif trop peu méconnu. Voilà. Trop peu connu, pardon. Trop peu connu, trop méconnu. Et qui vraiment est un outil qui permet à l'employeur de se rapprocher de son salarié et de lui proposer cet échange. Dans l'objectif d'envisager quelles sont les conditions de reprise, où est-ce que vous en êtes, pas sur l'aspect médical, parce qu'on n'est pas du tout là-dessus, mais en tout cas, d'informer le salarié qu'il a droit à une visite de pré-reprise, qu'il y a des dispositifs comme l'essai encadré, etc. Le service de santé au travail, d'ailleurs, peut accompagner l'employeur s'il le souhaite, et le salarié dans cet échange. C'est tout à fait possible. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui est vraiment important parce que avant, effectivement, voilà, c'était un peu, il n'y avait pas trop de contact pendant l'arrêt entre l'employeur et le salarié. Aujourd'hui, il est tout à fait possible et il est plutôt vraiment à encourager. Pour anticiper. Et puis, il y a aussi tous les dispositifs de formation, c'est ce que je disais. Voilà, bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle, plus des formations de droit commun, et puis les dispositifs spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Donc vraiment, il y a un ensemble de programmes et de dispositifs pour permettre aux personnes. Oui, complet et complémentaire. Absolument. On a compris que l'aménagement du poste de travail et l'adaptation des tâches sont bénéfiques aux salariés et même aux entreprises. Et quelles sont les clés pour un accompagnement réussi ? Les clés, c'est le partenariat, c'est la co-construction avec tous les acteurs du maintien en emploi, le salarié en premier, l'employeur, le service de santé au travail, mais aussi les autres professionnels du maintien en emploi qui vont travailler en synergie pour rechercher des solutions de maintien en emploi avec les dispositifs dont j'ai parlé plus en amont, qui va permettre aux salariés de se sentir reconnus dans ces difficultés et puis de pouvoir continuer finalement à travailler dans de bonnes conditions grâce à cet aménagement, grâce à des aménagements de postes. On le verra dans les exemples. Ouais. Voilà, on est vraiment sur de la co-construction. Si il y a des personnes qui ne sont pas engagées dans ce processus, c'est toujours compliqué. On n'arrive pas à mener une action de maintien en emploi à son terme. Alors, tu as déjà cité pas mal de mesures, de dispositifs, de ressources, même des organisations. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, on va dire que les principaux, c'est ce que je disais, le service de santé au travail, mais il y a aussi tout ce réseau Cap Emploi, parce que je n'ai pas trop développé, mais qui permet pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc ceux qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de pouvoir être accompagnés dans le cadre de leur maintien en emploi ou de leur réflexion de leur reconversion professionnelle. Ça peut être tout à fait aussi être aidant. La CRAMIF qui offre tout un tas de dispositifs à l'égard des salariés et aussi des employeurs. Et puis au sein de l'entreprise, ce qui est important aussi dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est quand il y a un référent handicap, c'est de pouvoir effectivement s'appuyer sur lui. Quand il y a un référent santé et sécurité, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur lui. Très bien. Moi, je pourrais dire qu'en conclusion, la réussite d'un accompagnement des personnes en risque de désinsertion professionnelle, elle repose sur 3 dimensions. La détection la plus précoce possible des situations à risque de désinsertion professionnelle qu'on a vu en amont de notre échange. Quand le problème de santé est avéré, avec ou non un arrêt de travail, la complémentarité, le partenariat des acteurs et des moyens qui sont mobilisés pour mettre en place des solutions adaptées, et puis la sensibilisation des employeurs à cet enjeu, notamment des petites entreprises qui n'ont pas toujours des professionnels
référent santé et sécurité au sein de leur entreprise. Finalement, c'est communiquer en interne, communiquer entre les acteurs, etc. On revient un peu à cette forme de synergie, d'échange, Complètement. encore et toujours. Tout à fait. Est-ce que tu as quelques situations, est-ce que tu as quelques exemples concrets de situations de maintien en emploi réussies? Oui. Ou pas réussies d'ailleurs? Alors, de maintien sur le poste de travail, oui, j'en ai avec des situations un peu complexes, on va dire, et qui ont permis de vraiment mobiliser les différents dispositifs dont j'ai parlé, Aurélien. Un monsieur, problématique de santé antérieure, avant la visite vers le service PDP, et puis une problématique de handicap visuel. Qui apparaît subitement. Donc un arrêt de travail, il est vu en visite de pré-reprise, orienté vers notre service, donc PDP. Je le prends en charge, on fait une évaluation de sa situation globale, et puis ce monsieur manifeste très rapidement le souhait de reprendre son activité. Mais il faut que l'on puisse évaluer sur le plan fonctionnel et notamment visuel, quelles sont ses difficultés. C'est un monsieur qui travaille beaucoup sur ordinateur. Donc, du fait qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, on va pouvoir mobiliser des prestations adaptées à sa problématique sensorielle. Et donc là, il va pouvoir être bilanté, avoir une évaluation fonctionnelle de ses problématiques, de tester les aides techniques pour pouvoir compenser cette situation. Et puis, comme il souhaite reprendre une activité, et que l'employeur, il y a de très bons contacts, on a effectivement sollicité l'employeur, on a proposé cet essai encadré. Et l'essai encadré a permis aux prestataires, toujours du handicap visuel, de venir voir quelle était son activité, comment ça s'organisait, et de trouver justement les outils et les aides de compensation de son handicap. De les tester, de les essayer en situation réelle pour en vérifier l'adéquation avec l'état de santé du salarié et son poste de travail. Tout à fait. Et ensuite, l'employeur a acheté les outils de compensation. La personne a pu reprendre son travail. Il a pu l'acheter avec des aides financières? Alors, pour le coup, il n'a pas fait appel aux aides financières. Il aurait pu, mais il n'a pas fait appel effectivement aux aides de la GFIP, puisqu'effectivement, comme tu le soulèves, la GFIP, effectivement, est l'organisme qui peut participer au cofinancement des outils de compensation par rapport aux personnes en situation de handicap. Et donc, la personne a repris son travail en temps partiel thérapeutique. Selon l'évolution de sa pathologie, on verra si ensuite il pourra reprendre à temps complet ou s'il faudra trouver une solution un peu plus sociale, mais tout en préservant son activité professionnelle, parce que c'est quelque chose d'important pour cette personne, et puis de souhaiter par toutes les parties, en fait, soit l'employeur et le salarié. Donc voilà, ça c'était plus... Voilà, on va dire que c'est réussi. C'est réussi, voilà. Ça a l'air en effet. Après, j'ai eu une autre situation d'un monsieur pour lequel... Il a plutôt fallu réfléchir à une reconversion professionnelle. Des actions de maintien en emploi avaient été mises en place avec son employeur, mais malheureusement, au vu des problématiques de santé qui étaient croissantes, c'était compliqué de pouvoir trouver un poste et de le maintenir. Donc, on a vraiment travaillé ensemble sur un projet de reconversion. Et comme cette personne avait besoin vraiment de prendre du temps, on a sollicité les dispositifs de la MDPH, ce qu'on appelle ESRP, donc c'est les établissements de reclassement professionnel, afin qu'ils puissent se mobiliser et qu'ils puissent intégrer un dispositif. Et donc, il a pu bénéficier de cette orientation et intégrer ce dispositif de formation avec l'autorisation de son employeur. Donc, on sait que même si ce monsieur, s'il est sortant de l'entreprise et qu'il est sorti de l'entreprise, il y a quelque chose qui l'attend derrière. Il garde un pied dans le monde professionnel. Absolument, et l'activité. Exactement. Super. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ton témoignage. Merci pour toutes ces informations. En espérant que ce soit utile à nos auditeurs et qu'ils ont pu trouver pas mal de petites pistes et d'orientation. Merci encore. Merci beaucoup, à très bientôt, Catherine. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.